Bonsoir et merci à l'IREMO de m'accueillir dans ses murs une nouvelle fois pour mon nouveau livre sur l'Arabie. Merci à mon préfacier Philippe Petria, assis à mes côtés, et qui est professeur d'histoire à l'Université de Paris 1, et à mon discutant Stéphane Lacroix, politologue bien connu, prof à Sciences Po, auteur de nombreux ouvrages sur l'Arabie. Donc, je vais commencer par vous présenter en une vingtaine de minutes les principaux passages de cet ouvrage, et ensuite, je passerai la parole à mes collègues. On peut fermer la lumière, là, s'il vous plaît, là. Comme ça. Alors, les écrits français sur Djeddah sont étonnamment nombreux, puisque j'en ai trouvé 208, composés en particulier par 77 visiteurs de la ville, ayant compté leurs souvenirs de voyage ou de séjour, et sont d'une diversité extraordinaire. 80 récits de voyage, 42 articles de revue, 18 de quotidiens, 23 extraits d'essais ou de rapports, 13 entrées de dictionnaire ou d'encyclopédie, 10 passages de romans et un poème, et non le moindre, comme vous verrez. Ils combinent donc valeurs littéraires et documentaires. Ceci leur confère une grande importance pour la connaissance de l'Arabie et du regard français sur cette région, comme sur l'Orient en général. On ne réalise guère la fonction occupée par Djeddah dans ce voyage au bout de soi-même que représente pour les Français le voyage en Orient depuis Chateaubriand. La richesse et la précision exceptionnelle des écrits français sur Djeddah en font la principale source sur l'histoire contemporaine de la ville, toutes langues confondues, non seulement en ce qui concerne l'historiographie, mais aussi dans tous les aspects de sa vie quotidienne. C'est donc à la découverte d'un pan oublié du savoir français sur l'Orient qu'invite cette anthologie. Elle contribue à une meilleure compréhension des relations de la France avec l'Arabie et de leur place dans l'imaginaire français, qui bat en brèche l'idée reçue en France de son étrangeté radicale. Djeddah occupe une place notable mais oubliée dans la littérature française. Nous allons découvrir quels en sont les principaux auteurs de manière chronologique. À tout seigneur, tout honneur, commençons par Barthélemy d'Hervelot, qui est le père de l'orientalisme français. Sa bibliothèque orientale constitue la première synthèse sur l'Orient arabe en français. Elle utilise des sources arabes avec un article sur Djeddah. Elle est en avance sur son temps, puisque en 1772, donc beaucoup plus tard, Diderot, dans son encyclopédie, néglige cette ville qu'il nomme même de son nom portugais, Zidane. Charles Poncet est le premier voyageur français à avoir rapporté un récit de son séjour à Djeddah en 1700, et on peut donc faire de cet écrivain voyageur le pionnier des relations entre les deux pays. Il était rendu célèbre par Jean-Claude Ruffin sous le surnom de l'Abyssin, mais en fait il a parcouru les deux rives de la mer Rouge. Quant à Bourguignon d'Anville, c'était le cartographe officiel de Louis XV, et il est le premier à avoir cartographié de manière précise la région de Djeddah. Pierre-Antoine Monneron, tout à fait oublié de nos jours, était très célèbre de son époque, puisqu'il a fait partie des constituants, la première assemblée constituante à la Révolution. Et ensuite, comme il avait l'esprit aventurier, il est parti en mer, doubler le cap de Bonne-Espérance et a remonté la mer Rouge jusqu'à Djeddah. À l'époque, ça paraissait tellement incongru qu'après quelques déboires à Djeddah, il a fini en prison. Parce que le gouverneur ottoman de Djeddah était persuadé que c'était un espion qui préparait la conquête française de la ville. Et du coup, notre Monneron s'est évadé à la nage. Bonaparte, lui, n'avait pas de plan de conquête de l'Arabie, mais il s'y intéressait bien sûr, puisque lorsqu'il est arrivé en Égypte, il visait la route des Indes pour contrer la présence britannique, notamment en mer Rouge. Or, dès la
prise du Caire, le lendemain même, il commence une correspondance avec 10 lettres, un échange avec le grand shérif de la Mecque, qui, en 1798, était bien sûr vassal des Ottomans. Et il voulait l'attirer contre les Anglais. Le shérif Ghaleb ibn Saïd était un gros négociant, propriétaire de plusieurs bateaux à Jeddah. Donc Bonaparte l'assure que l'interruption du commerce en mer Rouge due à son intervention en Égypte n'était que temporaire et qu'il veillait aux intérêts de Jeddah. Le shérif Ibn Saïd est instruit par le sultan ottoman de prendre le parti des Anglais et envoie même un corps expéditionnaire en Haute-Égypte, d'où sa mère était originaire, pour combattre Bonaparte. Donc c'était un coup raté, mais Bonaparte n'avait pas perdu espoir, puisque après son retour d'Égypte, il essaye cette fois-ci de s'allier aux Wahhabites, au lieu bien sûr, des Hachemites de la Mecque. Et il charge son consul à Bagdad, Coran XVI, de prendre langue avec le chef du premier État wahhabite, Saoud ibn Abdelaziz, s'il arrive à conquérir le Hejaz. C'était les mots même de Bonaparte dans sa lettre au consul. Or, l'armée wahhabite met le siège devant Jeddah et échoue, si bien qu'ils sont obligés de se replier sur le Nejd, donc l'Arabie centrale. L'alliance franco-wahhabite n'a donc tenu qu'un fil. Quant à l'autre auteur dont vous voyez le nom, Rousseau, c'était un autre Jean-Baptiste, mais de la même famille que celui qu'on connaît. Il était, lui, consul à Bassora, et c'est le premier auteur d'un livre en français sur les Wahhabites et le premier qui a dessiné une carte de leur capitale. Donc, bien sûr, les relations étaient indirectes puisqu'ils n'étaient pas sur place, mais vous voyez que les Français à l'époque s'intéressaient à l'Arabie par le nord aussi bien que par l'ouest. Après ces précurseurs, les découvreurs. Donc, on a d'abord un Espagnol. Que fait-il là? C'est tout simplement qu'il a son livre en français parce qu'il était au service de Napoléon. Et donc, c'est le premier à écrire une monographie sur Jeddah lors de son passage dans la ville, qui est passionnante parce qu'il est arrivé au moment où les Wahhabites avaient de nouveau tenté de prendre pied au Hejaz, n'étaient pas parvenus à en déloger le shérif qui s'était réfugié à Jeddah, mais avait quitté tout de même la Mecque. Et leur modus vivendi était que les habitants de Jeddah gardaient leur indépendance à condition qu'ils suivent l'enseignement wahhabite. Donc on a une description édifiante de la réaction des Jeddaouis qui sont cosmopolites et qui sont ouverts depuis toujours à toutes les formes d'islam contre le rigorisme wahhabite dans cet ouvrage. Découdray, c'est un pionnier de la présence française en Arabie. C'est en fait un des officiers français qui a participé à sa conquête à partir de 1811 par le pacha d'Égypte, Mohamed Ali, qui avait dans son armée une trentaine de Français, dont beaucoup sont restés plusieurs années en Arabie et surtout à Jeddah. Et parmi leurs accomplissements, on peut citer le premier hôpital d'Arabie, œuvre d'un chirurgien français qui est resté 10 ans à sa tête, la première caserne et la première pharmacie. Maintenant, on passe à cette conquête. En fait, Mohamed Ali avait pour modèle Bonaparte, comme vous le savez sans doute, et il a donc apporté avec lui non seulement des officiers, mais aussi, comme on vient de le voir, des personnes chargées d'y apporter la civilisation. Lui était
européen, il est originaire de Macédoine. Avec lui, donc, il avait des cadres européens qui étaient pour la plupart des Saint-Simoniens. Vous connaissez peut-être l'expérience saint-simonienne en Égypte qui n'a pas duré longtemps en raison des épidémies locales. Eh bien, beaucoup de Saint-Simoniens ont traversé la mer Rouge et se sont implantés donc, pour plusieurs années à Djeddah, où ils ont notamment construit les premiers moulins. C'est par le biais de l'Égypte que la France commence à s'implanter pour la première fois avec des Français bien sûr à la solde de l'Égypte, mais qui est bien sûr diffusé les sciences et techniques françaises à l'époque. Donc l'Égypte commence à intéresser les Français et par biais de conséquences, évidemment, cette partie de l'Égypte qui était devenue le Hejaz. Les Français étaient tellement intéressés que même les enfants s'y mettent. Cet auteur, qui était très célèbre à l'époque, inclut Djeddah, bien qu'il n'y soit jamais allé, dans cet ouvrage édifiant pour les jeunes, donc, qui doivent, bien sûr, lorsqu'on est humaniste en France, doivent connaître le monde, parmi lesquels Djeddah, qui entre donc dans l'intellect du français cultivé de l'époque. Celui qui a le plus contribué donc, à la connaissance, c'est Maurice Tamisier, donc un des Saint-Simoniens dont j'ai tout à l'heure cité l'histoire. C'est un écrivain célébrissime à son époque, qui a eu à peu près tous les prix. À l'issue de son séjour, il a écrit 2 livres sur l'Arabie, lui et son compagnon Edmond Combes, qui sont vraiment la base de la connaissance du Hejaz et notamment de Djeddah à l'époque. Tous les autres auteurs qui les ont suivis ont emprunté à leurs œuvres. Les pouvoirs français, face à cet intérêt donc intellectuel, mais aussi du grand public pour la région, envoient Victor Fontanier dans une mission de prospection politique et commerciale dans la région pour savoir s'il faut y établir une présence française pérenne. Fontanier est conquis par l'accueil de Djeddah et recommande la création d'un consulat. Et voilà, le premier consul, Fulgence Fresnel, le père du physicien, qui était un éminent orientaliste au point que les oulémas de la Mecque le consultaient pour l'interprétation des textes musulmans et l'avait surnommé Cheikh Fresnel. Donc Fresnel est non seulement un orientaliste extraordinaire, mais aussi un ethnologue de premier plan. Et la lecture de ces textes est un vrai régal de compréhension interculturelle. Fresnel est en fait vraiment le fondateur intellectuel des relations bilatérales entre les 2 pays. Il restera 10 ans à Djeddah et c'est le père d'une série de consuls arabisants qui auront ensuite un impact important sur l'accueil des voyageurs, puisque Djeddah devient la porte de l'Arabie pour les Français, et aussi sur la connaissance de Djeddah, puisqu'ils, pour beaucoup d'entre eux, écriront leurs souvenirs. Maintenant, on passe à quelqu'un qui, sans doute, vous paraît bizarre dans ce contexte, c'est Alexandre Dumas, qui n'est jamais allé à Djeddah, mais qui s'intéressait beaucoup aux pays arabes. Il a des compositions sur divers lieux, notamment le Sinaï. Mais il a fait la connaissance d'un aventurier, Louis Ducouret, qui, retour de son périple, notamment donc à Djeddah, lui conte ses aventures. Et Alexandre Dumas donc, en fait un récit roman, le journal d'un voyage en Arabie, qui est passionnant parce que c'est vraiment le style Dumas, mais en fait, il s'agit d'un plagiat du livre de Tamisier dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc à l'époque, ça se faisait assez fréquemment. Vous voyez que les écrits s'accumulent. Eh bien, pour la première fois, en 1847, on aboutit à une somme.
c'est la première monographie sur l'Arabie en français. Alors, ce n'est pas seulement sur l'Arabie, c'est aussi sur l'histoire de l'Arabie et de l'islam, mais elle a connu un grand succès éditorial. Donc, pour la première fois, l'Arabie devenait un objet qui était inscrit dans l'université ou dans les cercles savants. Mais pas seulement, alors, parce qu'avec Louis de Ville, là, on quitte tout à fait ces cercles-là. Louis de Ville, c'est un voyageur qui est allé là-bas et également écrivain. Eh bien, il publie ses récits de voyage sous forme de romans, y compris en mort rouge, avec un succès durable, et signe d'une familiarité nouvelle de la ville et de la région dans l'esprit français. Ce monsieur, il décrit l'histoire d'amour qu'il a vécu là-bas. Donc, il a rencontré une Fatima de Jeddah en traversant la mer Rouge et il a essayé de la suivre à la Mecque. Enfin bon, vous voyez l'aventure qu'il décrit. Elle vous passionnera si vous lisez le livre. Charles Didier, lui, c'est pas du tout ça. Charles Didier, c'était un grand ami de George Sand, une étoile du tout Paris à l'époque, qui a tout plaqué pour l'Orient. Hein, donc, c'était pas le premier, mais à l'époque, il était emblématique. Donc, il est allé en Égypte. Mais en Égypte, il n'a pas trouvé l'Orient qu'il rêvait. Donc, il a lui aussi traversé la mer Rouge pour trouver l'Orient vrai, véritable, en allant même pour la première fois, en ce qui concerne un Français, rencontrer le grand shérif de la Mecque, pas à la Mecque bien sûr, puisqu'il n'était pas musulman, mais à Taïf. Donc, il a une description de Jeddah qui est d'une précision inouïe et donc qui est très utile pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de cette ville. Celui-là aussi, vous le connaissez certainement, mais il a très mauvaise réputation. En fait, on s'est beaucoup mépris sur le racisme de Gobineau. C'était un disciple de Jean-Jacques Rousseau, et donc de la conception rousseauiste du bon sauvage. Eh bien, les bons sauvages, il les a trouvés à Jeddah. Donc, il trouve que les habitants de Jeddah sont tout de même beaucoup plus polis, beaucoup plus gentils, beaucoup plus tout que ces Parisiens qu'il ne porte pas dans son cœur. Et donc, il est parti non seulement à Jeddah, mais jusqu'en Perse avec une mission diplomatique, mais qui montre qu'à l'époque, Jeddah avait la cote dans la plupart des milieux. Mais coup de tonnerre dans un ciel serein, le massacre de Jeddah en 1858 rebat les cartes. Pourquoi ? Donc, la population de Jeddah se soulève tout d'un coup, massacre le consul britannique, parce que les capitulations sont entrées dans les faits et les Britanniques, qui étaient, notamment le consul qui était un commerçant, et ses protégés faisaient une concurrence aux commerçants locaux. Or, Jeddah est une ville où il n'y a aucune autre ressource que le commerce. Hein. Il y a rien à Jeddah, tout simplement. Il n'y aurait jamais dû y avoir une ville, d'ailleurs, à cet endroit-là. C'est bien que, bien sûr, la concurrence et les préférences accordées aux Européens sont considérées comme un casus belli par la population locale qui se révolte directement contre les Ottomans, puisque c'est eux qui les gouvernent, et c'est eux qui appliquent les capitulations édictées par les Européens. Donc, les Européens payent les pots cassés. À l'époque, il y avait 2 consuls. Le consul français était arrivé 15 jours avant dans la ville et a trouvé malin d'essayer de faire l'intermédiaire entre le Britannique et les émeutiers. Donc, il a connu le même sort que son collègue. Par contre, sa fille que vous voyez là, donc au milieu, a réussi à se sauver du massacre, ainsi que le vice-consul. Et ensuite, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Le célèbre hebdomadaire L'Illustration relate les faits, bien sûr, qui défraient la chronique en France à l'époque et dessine pour la première fois le consulat de France à Jeddah avec cette architecture magnifique que tous les visiteurs ensuite admireront. Quant à Marie-Thérèse Aubaret, elle raconte comment son mari, donc Gabriel Aubaret, était le chef du corps expéditionnaire français qui contournait l'Afrique pour aller jusqu'à Jeddah et châtier les meneurs du massacre. Donc vous voyez les têtes volées sur la gravure parue également dans l'illustration. Intéressant, ces 2 meneurs étaient l'un d'origine égyptienne et l'autre yéménite.
ce qui montre bien le cosmopolitisme de la ville, puisqu'à l'époque, c'était une révolte purement populaire, mais donc conduite par des étrangers. Et celui qui a le mieux raconté tout ça, bah, c'est toujours lui. Alexandre Dumas, donc, qui était, dont la fille était l'amie intime de la fille du consul assassiné. Donc vous avez vu, pas la photo, mais le dessin sur ce mouchoir tout à l'heure. C'est intéressant, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, ce mouchoir. À l'époque, les hommes n'avaient pas de cravate comme moi maintenant, ils avaient des mouchoirs. Donc ce mouchoir-là, mouchoir relatant le massacre de Jeddah, eh ben, tout le monde se baladait avec dans la ville de Rouen, donc une ville de province française, où il était fabriqué. Ce qui montre à quel point ce massacre a eu un impact populaire énorme à l'époque. Voilà, donc Aubaret, lui, il conduit le corps expéditionnaire français qui ensuite repart sur son bateau. Mais Jeddah, à l'époque, a frisé la prise par les deux puissances impérialistes qui disputaient le pouvoir en mer Rouge, la France et l'Angleterre, mais qui se neutralisaient mutuellement, puisque chacune, évidemment, voyait l'autre un chien de faïence. Donc Alexandre Dumas raconte ça avec le récit donc, de cette fille du consul assassiné. Alors, bien sûr, personne, je suis absolument persuadé qu'aucun d'entre vous n'a jamais entendu parler de cette nouvelle d'Alexandre Dumas. Elle est parue dans le nouveau quotidien, le Nouvel Illustré, qui est un quotidien qui a apparu pendant 1 an et demi à l'époque, et ensuite ça a été complètement oublié. Simplement, le petit-fils de la fille du consul, vous me suivez, a donc voulu rassembler ce texte de Dumas et un petit peu d'autres dans une nouvelle qu'il a éditée à compte d'auteur à Toulouse. Elle n'existe nulle part ailleurs que dans ma bibliothèque, puisque elle n'est ni à la BNF, ni dans aucune bibliographie d'Alexandre Dumas. Donc voilà, c'est en fait en gros un inédit. L'autre qui a raconté ça, c'est le consul général à Alexandrie, Ferdinand de Lesseps, qui a accueilli les victimes du massacre, donc, qui raconte lui aussi ce qui s'est passé. La grand-mère du général de Gaulle s'est beaucoup intéressée à ce massacre. Elle était donc bien représentative du milieu catholique intégriste à l'époque, et on comprend à la lecture de ces écrits d'une islamophobie qui ferait pâlir Houellebecq. On voit dans quel milieu le général a grandi et à quel point donc le massacre de Jeddah, qui d'ailleurs a été suivi ensuite par d'autres massacres au Moyen-Orient, a eu un impact terrible. Mais islamophobie, islamophilie de réaction, avec un auteur célébrissime jusqu'à nos jours aux États-Unis, mais oublié en France. C'est l'inventeur de la Statue de la Liberté, dont il a confié la réalisation à son ami Auguste Bartholdi. Ce monsieur était un libéral, on dirait un homme de gauche actuellement, qui était un académicien célèbre à l'époque, et qui a écrit une série de contes de style voltairien, dont un s'appelle Abdallah, donc bien sûr le serviteur de Dieu, et qui se passe à Jeddah. Sur la couverture du conte, comme vous le voyez sur l'écran, il est probablement le seul auteur de la littérature française à faire figurer Allahu Akbar. L'autre, au même moment, et qui a fait la même chose, c'est celui-là. Alors, Victor Hugo a écrit dans La Légende de siècle, qui est bien sûr une œuvre de maturité, à la fois un pamphlet donc, opposé à l'islamophobie qui déferlait sur les médias français à l'époque, et une œuvre intemporelle qui fait de Jeddah le théâtre
du dialogue entre le christianisme et l'islam, entre l'Orient et l'Occident. C'est une des principales poésies de Victor Hugo, à mon avis, mais qui est complètement méconnue parce qu'elle était assez hermétique et surtout liée à une actualité que l'on a complètement oubliée. Donc je vous engage à lire Le Cèdre, c'est quelque chose de sublime. Vous avez ensuite le consul de France, le fils du Rousseau qu'on a rencontré tout à l'heure. Lui était donc incité par Lesseps pour écrire dans la revue de la Compagnie universelle du Canal de Suez une véritable encyclopédie de Jeddah. Pourquoi? Parce que Lesseps comptait sur les médias pour promouvoir son projet, qui était très difficile à faire passer à l'époque. Et bien évidemment, quand le public est unanimement contre Jeddah, ça tombe mal. Jeddah, c'était le premier débouché du canal de Suez. À l'époque, évidemment, le bateau qui partait de Suez faisait obligatoirement étape à Jeddah. Donc, grâce à cette série d'articles écrits sous pseudonyme par le consul de France à Jeddah, eh bien, on a une véritable encyclopédie de la ville qui met les choses au point. Autre accident de l'histoire après le massacre, les épidémies, donc avec bien sûr les épidémies de choléra qui sont bien connues, amenées à la Mecque par les pèlerins indiens et qui là aussi défraient la chronique en France. Vous voyez là une couverture d'hebdomadaire. Les victimes sont extrêmement nombreuses. Ça peut aller jusqu'à 20 ou 30% des pèlerins à l'époque. Et bien sûr, les puissances coloniales s'en mêlent puisque, avec les avancées de l'impérialisme, la plupart des pèlerins qui vont à la Mecque sont des sujets coloniaux. Or, les progrès de la navigation à vapeur entraînent une diffusion rapide des épidémies, si bien que les puissances coloniales se mêlent de l'organisation du pèlerinage pour se protéger. Et les Français, notamment, nomment pendant 20 ans 5 consuls successifs qui sont des médecins pour essayer de résoudre le problème posé par le choléra. Le premier d'entre eux, c'est d'Aiguillon. Voilà Jules Verne qui lui aussi a parlé de Jeddah parce qu'à l'époque il fallait en parler. Donc le Nautilus dans les 20 000 lieues sous les mers passe à côté de Jeddah, mais il ne s'y arrête pas. Pourquoi? Parce que Jeddah justement c'est l'Orient, hein, l'Orient que recherchait notamment Laboulaye, etc. Donc tous les auteurs qui ont précédé. Or Jules Verne, lui, il aime pas ça. Lui, il aime les sciences et techniques. Et l'Orient, c'est le passé. Lui, c'est l'avenir. Donc le Nautilus simplement cite Jeddah. Puis ensuite, un an avant le canal de Suez, arrive à trouver un passage souterrain sous l'isthme de Suez et débouche sur la Méditerranée. Moins folklorique, Larousse, donc dans sa grande encyclopédie qui a eu un impact considérable sur tous les Français, même jusqu'à présent, donc rédige et publie à l'époque une monographie de Jeddah qui représente la somme que l'esprit cultivé moyen doit savoir. Audebrand est un journaliste qui fait des ouvrages à succès, dont un sur Jeddah. Belot, lui, était aussi connu à l'époque, peut-être probablement d'ailleurs le romancier le plus connu à l'époque. Donc il a écrit un roman absolument merveilleux. Donc, c'est un peu ce que le public attendait, puisqu'il a eu 7 éditions, il était porté à la scène, il a été paru dans de nombreux journaux. Donc, il invente une Parisienne arabisante qui se prend pour une sultane et qui va s'encanailler à Jeddah. Donc, après les enfants qu'on a vus tout à l'heure, puis les hommes qui cherchaient l'Orient, maintenant, les femmes aussi s'intéressent à Jeddah. Donc voilà, ça y est, on a coché toutes les cases. Donc Belot est représentatif d'une passion qui fait ravage. Alors là, ce texte paru dans un des plus grands quotidiens de Jeddah est absolument magnifique et montre que cette passion tourne cette fois-ci à l'ésotérisme, puisque cet écrivain était invité
au Nouvel An au consulat de France à Jeddah et au lieu d'aller trinquer avec le consul, eh bien, il passe la nuit sur un tombeau à Jeddah, et pas n'importe lequel. Le tombeau d'Ève, qui était ce que la Tour Eiffel est à Paris aujourd'hui. Eh bien, Ève donc, était le lieu de pèlerinage que tous les pèlerins ne manquaient pas de visiter avant d'aller à la Mecque. Et bien sûr, Ève, c'est un patrimoine commun à tous les monothéismes, si bien que cet auteur le célèbre dans cette nuit de Nouvel An. Ensuite, on passe à Élémir Bourges, qui est un écrivain symboliste d'une portée extraordinaire, mais qui est difficile à comprendre, donc qui est tombé dans l'oubli. Il a un roman qui commence au Père-Lachaise et qui se termine sur le tombeau d'Ève, qui est vraiment une des pièces maîtresses, à mon avis, de la littérature française du 19e siècle. J'essaye d'aller vite. Donc là, on a un autre attentat, cette fois-ci en 95, dû justement à l'interventionnisme français contre le pèlerinage. Enfin, pour mettre de l'ordre dans le pèlerinage à la Mecque, vous voyez que la grande presse, une fois de plus, se déchaîne. La victime, c'est d'Orville, donc le vice-consul de France. La victime française, c'est d'Orville, le vice-consul de France à Jeddah. Là, on tombe sur le père de Marcel Proust, qui était le grand Manitou de la lutte anticolérique à l'époque, et donc, bien sûr, qui s'est intéressé à Jeddah lui aussi. Vous voyez, à Jeddah, on s'y intéresse pour diverses raisons. Et les écoliers, à l'époque, donc, dans leur journal, un peu comme, je sais pas, Pomme d'Api, moi, je sais pas si ça existe encore, ou bien Astrapi. Donc, ils apprenaient ce que c'était que la tombe d'Ève à l'époque. Les administrateurs coloniaux, eux, suivaient les pèlerins. Donc, en les suivant, ils rapportaient leurs faits et gestes, notamment à Jeddah. Donc, on a des relations tout à fait passionnantes de ce que faisaient ces pèlerins, parmi lesquels celle de ce monsieur, le Boulico, qui prétend être donc le premier chrétien à avoir pénétré à la Mecque et à Médine. En fait, donc, il a fait fureur. Il a eu le Grand Prix de l'Académie. Il a fait donc le tout Paris se croyait donc autorisé à suivre ses pas. Bon, donc moi j'ai lu son texte. Voilà, donc en gros, c'est clair, il a recopié le rapport d'un des administrateurs dont je viens de vous citer les activités. La Première Guerre mondiale, c'est la grande époque de la connaissance de Jeddah en France, puisque le gouvernement français décide d'envoyer 1000 soldats pour aider le shérif de la Mecque avec les Britanniques à lutter contre les Ottomans. Donc, on a pour la première fois une fraternité d'armes qui se traduit sur cette carte postale exceptionnelle avec donc le drapeau français et un timbre du Hedjaz estampillé Jeddah en 1917. Voilà le premier chef de la mission militaire française de Hedjaz, le colonel Brémond. À l'époque, il y avait des soldats, mais parmi les soldats, il y en avait qui écrivaient, notamment cet académicien, Claude Farrer, et son compère, Charles Fouqueret, qui lui était peintre officiel de la marine et qui a rapporté les premières aquarelles françaises de Jeddah. Je suis en train de préparer le deuxième tome de mon anthologie qui aura trait à l'iconographie française de Jeddah, et il y a plus de 500 documents. Si vous voulez lire un seul texte français, en français sur la ville, lisez celui-là. C'est vraiment un sommet de sensibilité et de bonne littérature. Le Figaro, un peu moins, mais le Figaro, c'est à l'époque un quotidien, bien sûr. Enfin pas le premier, mais un des premiers. Eh bien, il fait sa première page de la destruction du tombeau d'Ève par le roi Séoud et bien sûr les Wahhabites, ce qui vous montre à quel point l'opinion publique à l'époque en France vivait à l'heure de Jeddah. Alors que maintenant, bien sûr, personne ne connaît, ne saurait mettre ce nom sur la carte. Ils ne savent même pas ce que c'est. Donc, vous voyez, on a bien changé.
après la conquête saoudienne, il y a eu toute une période de rupture, hein, et l'oubli est venu très vite. Et cette rupture a été corrigée par une vague de littérature alors, journalistique dans les années 30, enfin commençant par en 31 Paul Nizan, dont tout le monde connaît Aden Arabi, qui est en fait un reportage. Ce monsieur est allé chercher l'Orient vrai, lui aussi, puisqu'il voulait essayer de se distraire de l'ennui parisien. Et il ne l'a pas trouvé à Aden et pas à Jeddah non plus. Il a complètement raté son séjour là-bas, puisqu'il ne s'y trouvait pas. Il a décrété qu'il n'y avait personne là-bas. Bon, c'est une mentalité qu'on connaît qui a fait des ravages, notamment en Palestine. Berthe Georges Gollis, elle, au contraire, est une journaliste sensationnelle, qui était une grande amie de Mustafa Kemal, et aussi du futur roi Faisal, qui à l'époque était vice-roi, et qui a fait un premier voyage à Paris à l'âge de 20 ans. Et ils se sont entendus à tel point qu'il l'a invité et il lui a tout simplement prêté son palais. Donc elle a occupé le palais du roi Faisal à Jeddah et elle raconte donc la vie quotidienne dans ce palais. À l'époque, c'est tout à fait passionnant. Joseph Kessel, le grand reporter que vous connaissez, lui, a écrit une série d'articles qui est, bien sûr, et qui font partie des œuvres majeures, hein, de Kessel jusqu'à présent. Même chose pour Albert Londres, qui lui voulait absolument aller à la Mecque, mais qui n'est pas parvenu à obtenir le permis de Ibn Saoud. Donc il s'est rabattu sur une histoire de pêcheur de perles, mais il a des descriptions de Jeddah qui sont désopilantes et qui sont bien sûr la littérature c'est une de ses dernières œuvres, une de ses œuvres majeures. Marga Dandurin, vous la connaissez peut-être. C'est probablement la première Française à avoir épousé un Saoudien. Vous voyez son mari à côté. Mais ce Saoudien lui servait de passeport. Elle voulait aller à la Mecque, donc elle s'est convertie à l'islam. Et elle est arrivée à Jeddah avec son mari qui était très proche d'Ibn Saoud, donc elle pensait qu'il pourrait l'emmener à la Mecque, mais Ibn Saoud a dit non parce qu'elle était fraîchement convertie. Du coup, il la colle dans un harem. Ça permet donc au livre d'être passionnant puisque on a tous les détails de la vie dans un harem de la haute bourgeoisie de Jeddah. Tout à fait passionnant, mais du coup, puisqu'elle est évidemment furieuse, au retour de son mari de la Mecque, elle l'empoisonne. Évidemment, elle est jetée en prison. Alors, après le harem, on a le récit du séjour en prison à Jeddah. 2 mois de prison pour Marga Dandurin. Là, vraiment, il faut s'accrocher. Finalement, le consul de France à Jeddah, qui avait le bras long, a réussi à la libérer. Pourquoi? Évidemment, on ne dit pas trop pourquoi, mais c'est parce que Marga Dandurin était l'amante de son fils. Elle a réussi à quitter Jeddah, expulsée, mais la pauvre, ensuite, mal fini, puisqu'elle a été assassinée à Tanger. Cette aventure-là a fait tout de même quelques pages, si vous l'avez lu, dans le prix Goncourt Boussole de Mathias Hénard. Plus inattendu peut-être, mais ça c'est ma spécialité. Donc Tintin, j'ai découvert ça récemment. Et lui aussi, elle est à Jeddah, hein, comme moi. Et donc, il a découvert à Jeddah. Voilà, je n'ai pas de temps. Enfin, si vous êtes intéressé, je pourrais donner les détails. Et donc, il a vécu une aventure passionnante, lui aussi, sur le tombeau d'Ève. Voilà, donc je suis allé assez vite, mais donc l'Arabie, on ne peut pas la mettre sur le même plan que l'Égypte ou bien l'Afrique du Nord, hein, dans l'intérêt des Français pour l'Orient. Mais il n'empêche qu'elle a fait partie du quotidien des Français pendant très longtemps et elle a inspiré de grands noms de la littérature française et une série de textes de qualité extraordinaire. Donc la France a une mémoire courte. Il y a une véritable occultation de la mémoire orientaliste française et historique à propos de l'Arabie. L'Arabie était mieux connue au XIXe siècle en France que maintenant et je crois que nous gagnerions
à la redécouvrir. Je vous remercie. Voilà. Et je passe la parole à mon préfacier, Philippe Pétriat, que je remercie encore d'être ici. Merci Louis. Je ne sais pas trop comment rebondir sur ces belles présentations qui résument assez bien à la fois l'économie et l'esprit de l'ouvrage. C'est un beau livre parce que, d'abord, j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire, encore plus que d'être là ce soir, même si je suis très heureux d'être là ce soir à ta côté, mais parce qu'on redécouvre à quel point, au fond, Djeddah est présent dans l'orientalisme français dès le début de l'orientalisme français. Alors, tu as terminé en disant que c'était pas comparable à l'Égypte, à l'Afrique du Nord, enfin, c'était pas la même chose. Enfin, moi, je pense que si, précisément, c'est comparable, et c'est ce que tu montres dans ce livre. Dès les débuts de l'orientalisme français, Djeddah fait partie de ces lieux un peu topiques où on peut penser l'Orient, rêver l'Orient, même quand on n'y est pas allé, et j'ai même surtout quand on n'y est pas allé, c'est le cas de la majorité des auteurs que tu cites dans son livre. Puis la deuxième chose qui frappe dans ce livre, c'est qu'effectivement, il y a une multiplication des voyages du XIXe siècle. Alors au fond, qui n'est pas étonnante, parce que bon, déjà dans le monde arabe et dans la tradition musulmane, c'est le voyage au lieu saint, bien sûr, mais souvent en passant par Djeddah, est un topo. C'est quelque chose qu'il faut faire. On écrit beaucoup, c'est le genre de la rihla, hein, dont les lieux saints sont la destination favorite, hein, que ce soit pour le pèlerinage ou pour la science. Me disait même ce qui change pour les Européens, et notamment pour les Français, bah, c'est que Djeddah est plus proche, en fait. Hein. Djeddah n'a jamais été aussi proche dans l'histoire qu'au XIXe siècle. Bon, à la fin du XIXe, dans les années 80, je crois qu'il faut à peu près 2 semaines hein, pour partir de Marseille et arriver à Djeddah, si tout se passe bien. Hein. Le percement du canal de Suez permet de gagner 3-4 jours quasiment. Hein. Donc en fond, en une dizaine de jours, si jamais vous êtes sur le bon bateau et les transferts se font bien, vous pouvez arriver à Djeddah au XIXe siècle, ce qui en fait vraiment un lieu en fait, vraiment très proche, hein, tel qu'il ne l'a jamais été auparavant, de cette multiplication des séjours. Et cette multiplication des voyages, on le trouve aussi du côté des auteurs musulmans. C'est aussi intéressant à la fin du XIXe siècle de voir aussi cette multiplication des récits de voyage à Djeddah à la fin du XIXe siècle. Alors quand on le livre aussi, tu m'as demandé de le lire pour le préfacer, donc j'ai eu l'honneur et la joie de découvrir les extraits en avant-première, donc j'étais content, mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a quelques thèmes communs qu'on retrouve tout le temps. Donc le premier thème, c'est qu'au fond à Djeddah, d'abord, il fait chaud, c'est désagréable d'arriver à Djeddah. Voilà, c'est la première impression qu'on a quand on lit les extraits. C'est vrai, hein, pour tous ceux qui y sont allés, la première impression qu'on a, c'est une sorte de bouffée de chaleur qui, au 19e, au 18e manifestement, comme aujourd'hui, vous envahit et font que le séjour, vous vous dites, ça va pas être facile. Hein, combien de temps je vais rester? Et la plupart du temps aussi, les consuls, je ne sais pas si tu l'as dit aussi, parce que tu l'as été, hein, mais se posent une question, c'est quand est-ce qu'on en repart hein, et quand est-ce qu'on va demander des vacances, notamment en Égypte, pour prendre un peu de pause. Voilà. Donc c'était la première question des consuls. La deuxième impression de tous ces extraits, et c'est très véridique aussi, hein, c'est cette impression de décrépitude. On a l'impression que dès le XVIIIe siècle, tous les extraits décrivent Djeddah comme une ville qui est en train de pourrir, mais littéralement. Hein. Donc on décrit des maisons qui tombent en ruine. C'est très beau, Djeddah, mais c'est mal tenu. Voilà, c'est pas entretenu, ça sent mauvais dans les rues, les maisons s'effondrent, etc. Et ça, c'est étonnant parce que, bon, tu le sais, Stéphane, il y a eu des grands débats en Arabie Saoudite sur le maintien des villes, notamment quand Djeddah a été classé à l'UNESCO. Et on a dit, mais oui, mais c'est pas entretenu. Mais en fait, ça fait 300 ans que c'est pas entretenu. Et ça tient toujours debout. Donc c'est le paradoxe. Et c'est ce qu'on découvre aussi dans ton livre. Donc c'est pas juste une histoire orientaliste, hein, en fait, que tu fais. C'est vraiment une histoire de la ville hein, qu'on redécouvre grâce à ces voyageurs qui y sont depuis 300 ans, hein, au moins depuis 200 ans, en tout cas pour les extraits que tu mentionnes. Hein. La troisième impression qui est intéressante dans les extraits, c'est le fanatisme. Les Djeddaouis sont des fanatiques. Alors c'est un peu ambigu parce que au XIXe siècle, fanatique, bon, c'est évidemment le fou, mais c'est aussi celui qui pratique sa religion, qui est particulièrement pieux, en fait, en réalité. Et ce que découvrent aussi les gens en arrivant à Djeddah, c'est cette proximité avec les lieux saints, qui intrigue, qui attire, qui en même temps fait peur. Et des gens, donc oui, qui ont une conception, une pratique de la foi qui les étonne, hein, et qui les fascine en même temps. Voilà. Et puis, il y a quand même une nouveauté. De même que ce que tu décrivais pour les textes 18e change un peu avec le rapprochement de Djeddah technologique, hein, la vapeur. À la fin du XIXe, il y a quand même une préoccupation diplomatique dans tous les extraits. On voit toujours des petits développements sur les Anglais qui sont là, par rapport à l'Égypte, qui contrôle les lieux saints, et les Ottomans, qu'est-ce qu'ils font, etc. Qui est une vraie préoccupation au XIXe siècle, qui est liée aux épidémies, qui est liée à la compétition avec la Grande-Bretagne, avec qui la France est vraiment le grand compétiteur à Djeddah. C'est les 2 premiers consulats installés hein, depuis les années 1840. Ils se suivent l'un et l'autre. Et c'est avec ça que je voudrais terminer, c'est que
les extraits que tu cites s'arrêtent en fond dans les années 30. On voit très bien qu'il y a une sorte à la fois de regain et d'apogée d'intérêt pour Jeddah, et en fait une disparition progressive de la mémoire française dans les années 30 de Jeddah. C'est-à-dire qu'après les années 30, bon, il y a la Seconde Guerre mondiale, etc. Et là, c'est là qu'il y a un paradoxe, c'est que autant jusque-là, on peut, j'imagine, voir une sorte de certain parallèle avec les récits en arabe sur Jeddah, autant dans les années 30, le désintérêt français après les années 30 n'est pas du tout ce que l'on constate pour la littérature en arabe pour Jeddah. Au contraire, je pense même que l'entre-deux-guerres et la suite, on n'a jamais autant de récits de pèlerinage et de voyages à Jeddah par des très grands noms, là encore, de la littérature arabe. Alors j'avais regardé, mais il y a quelque temps, Shakib Arslan, en 1929, fait un voyage très célèbre à la Mecque. Il passe par Jeddah. Il est très ému quand il décrit les conditions de pèlerinage. Il est très ému en arrivant à Jeddah, comme les voyageurs que tu décris et dont tu rapportes les extraits, parce qu'il dit, en fait, c'est le moment où je mets enfin un pied sur une terre musulmane libre. Hein, c'est le dernier pays où on n'est pas colonisé, où les musulmans sont libres, etc. Vous voyez qui est Shakib Arslan, hein, cette sorte de polémiste. Voilà. Alors pour lui, le Hidjaz, c'est vraiment, au fond, c'est la terre musulmane par excellence, hein, dans laquelle il arrive. Et en dépit de toutes ces nouvelles affirmations, il reprend aussi après des clichés que tu as bien mis en évidence dans ton extrait. Il y en a un autre qui est intéressant, mais pour l'anecdote, c'est Ali Al-Tantawi, qui est un ouléma syrien, qui fait le voyage en 1935. Alors lui, il se pose un défi, c'est qu'il veut le refaire à pied, enfin par la voie de la terre. Donc en 1935, c'est fini, on ne fait plus le pèlerinage, on ne va plus à Jeddah, on y va en bateau. Bon, l'avion, ça commence à peine, hein. Il n'y a pas encore de ligne aérienne pour Jeddah. Et donc lui, il veut le refaire par terre, il veut reprendre la voie des caravanes. Et on voit déjà en fait cette sorte de folklore qu'est le voyage vers le Hejaz par la terre. C'est devenu tellement ancien qu'on s'amuse à le refaire, donc c'est ce qu'il fait. C'est un grand ouléma syrien, tu le connais, Ali El-Tantawi, etc. Et puis enfin, un dernier extrait, mais alors, enfin, un dernier personnage qui est aussi intéressant, c'est qu'il s'appelle Mohamed Hussein Haikal, donc vous connaissez peut-être, un immense auteur égyptien, peut-être le premier best-seller de la littérature arabe avec sa vie de Mahomet, qui lui aussi va en Arabie saoudite à l'époque, hein, donc il fait le pèlerinage en 1937, et il écrit une grande description de Jeddah, parce qu'au fond, ce qu'il voit dans le Hejaz et à Jeddah, et pas seulement à la Mecque, hein, mais en arrivant à Hejaz, c'est ce qu'il appelle, c'est le titre de son bouquin, Manzil al-Wahi, donc la maison, enfin le réceptacle, si vous voulez, au sens propre, hein, de la révélation. Parce qu'en fait, aller à Jeddah, c'est retrouver le lieu d'où les Arabes ont été inspirés en fait à l'origine. Et là, je crois que c'est intéressant parce que parmi les gens que tu cites dans les années 30, il y a quand même beaucoup de gens qui sont assez poètes et qui vont quand même chercher encore dans les années 30 en Orient une sorte d'inspiration poétique qui leur manque dans la France en crise, etc., qu'ils quittent parfois. Donc chez ces auteurs un peu aventuriers, on retrouve aussi les mêmes profils parfois dans les gens qui vont à Jeddah. Donc je pense qu'il y a des parallèles qui sont très intéressants. Et puis enfin, je souligne une dernière chose, c'est avec ça que je conclue, c'est que c'est pas juste une histoire de l'orientalisme, au fond, ce livre. C'est vraiment une histoire de Jeddah, en fait, qu'on découvre, parce que ces sources-là, très souvent, c'est les seules sources qu'on a pour l'histoire de la ville, jusqu'au XXe siècle, au fond. Alors c'est orientaliste, mais c'est ce qui nous reste d'un patrimoine urbanistique, aujourd'hui, qui est revalorisé, bien sûr, mais qui a été oublié par les Français, par les Européens, mais aussi, il faut bien le dire, pendant une assez longue partie du temps, par les Saoudiens eux-mêmes, et les Jeddaouis d'ailleurs eux-mêmes, jusqu'il y a une trentaine d'années, au fond, à peu près. Voilà ce que je voulais te redire. Mais j'ai encore eu beaucoup de joie à préfacer cet ouvrage qui m'a beaucoup appris sur cette ville. Stéphane. Merci Philippe. Alors moi je suis un peu l'intrus, puisque moi je suis ni historien ni spécialiste de la période sur laquelle porte l'essentiel de l'ouvrage. Moi, je suis politiste et je travaille sur le contemporain. Et j'ai surtout abordé l'Arabie saoudite par le wahhabi, c'est-à-dire par le Najd. Donc, effectivement, je connais par ailleurs bien Jeddah, je vais y revenir, une ville où j'ai passé du temps, mais c'est vrai que sur le matériau lui-même, je ne suis pas spécialiste comme Philippe. Et j'ai pris d'autant plus de plaisir peut-être à lire le livre, parce que j'ai énormément appris. J'ai pris un plaisir immense à découvrir tous ces auteurs que Louis nous a montrés, à vivre toutes ces surprises, effectivement, de trouver Hugo ou Nizan dans le recueil. Et puis j'ai revécu Jeddah, effectivement. Moi, j'ai passé du temps. Donc j'étais surtout à Riyad. J'ai passé 4 ans en faisant des allers-retours avec l'Arabie, mais la moitié du temps en Arabie quand je faisais ma thèse. Et
Et bon, Jeddah, c'est là où on s'échappe quand on est à Riyad, quoi. C'est-à-dire que Riyad, c'est une ville qu'on apprend à aimer finalement parce qu'on en aime les gens. Mais c'est vrai que de prime abord, probablement plus pour un Européen, d'ailleurs, les Américains se sentent bien à Riyad parce que c'est une ville américaine, en fait, dans son urbanisme, Riyad. Jeddah, c'est une ville beaucoup plus arabe et donc beaucoup plus proche des modèles urbanistiques qu'on affectionne ici. Donc à Jeddah, on se sent bien. Il y a une médina, il y a des petites rues, il y a des vieux bâtiments, il y a des cafés où on fume la chicha le soir, dans le centre-ville, dans les balades. Enfin, on retrouve cet Orient qu'effectivement, à Riyad, on a du mal à trouver. Je raconte souvent à mes amis saoudiens pour les faire rire et comment j'ai longtemps cru que Starbucks était une chaîne saoudienne. Parce que quand je suis arrivé à Riyad en 2003, tous mes amis saoudiens voulaient toujours m'emmener à Starbucks. Et Starbucks, c'était pas encore implanté en France à l'époque. Moi, je connaissais pas. Et donc, j'ai longtemps fréquenté les Starbucks de Riyad. Et puis un jour, j'ai vu des Starbucks à Paris. Je me suis dit, ils sont forts, ces Saoudiens. Et puis bon, j'ai découvert ensuite mon erreur. Mais voilà, à Riyad, on va chez Starbucks. À Jeddah, on a encore la possibilité d'aller dans le café traditionnel. Voilà. C'est des choses qui existent pas tant que ça. Il y a plein de Jeddaouis, par ailleurs, qui fréquentent pas la vieille ville parce qu'ils la trouvent sale, un peu dangereuse. Donc, ils restent dans les faubourgs et où, voilà, ça ressemble un peu plus à Riyad, d'ailleurs. Mais à Jeddah, il y a aussi ça. Alors, bon, moi, ce que je peux ajouter, peut-être comme spécialiste de la période postérieure, en fait, celle qui commence à la fin du recueil, c'est peut-être une réflexion sur la place du Hejaz dans l'Arabie saoudite d'aujourd'hui. Et sur cette histoire qui commence donc à la fin avec l'arrivée des Saouds à Jeddah. Et cette intégration, au départ violente, du Hejaz à l'Arabie saoudite, hein, et les récits de la prise des villes saintes en particulier montrent la brutalité des troupes d'Ibn Saoud. Brutalité qui est en partie liée au fait que ce sont les ultras du wahhabisme, ce qu'on appelle les Ikhwan, qui sont souvent à la manœuvre, et qui voient la Mecque et Médine, et donc Jeddah aussi, et on parle de la destruction de Toubodev, comme des lieux où se pratique un islam dévoyé, et donc il faut absolument faire rentrer les Hejazis dans le rang. Donc on va détruire la tombe d'Ève, et on va détruire les tombeaux des compagnons dans les villes saintes, etc. Donc il y a tout un fanatisme, pour le coup, là le mot est peut-être plus juste que la manière dont c'est employé au XIXe siècle, qui va se manifester dans un premier temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que Ibn Saoud, très vite, en fait, va brider ses troupes. D'ailleurs, les Ikhwan, les fameux, vont être écrasés en 1929 dans la fameuse bataille de Sbala, qui est un moment, qui est un tournant, parce que les Ikhwan, au départ, étaient des troupes d'élite, parce qu'ils étaient portés par le zèle de la foi, mais en fait, ils devenaient encombrants à partir du moment où Abdelaziz Ibn Saoud voulait se normaliser aux yeux de ses voisins, aux yeux du monde musulman. Et donc, on va voir, en fait, l'approche saoudienne du Hejaz changer à la fin des années 20. Et d'ailleurs, on le voit quand on voit les récits, parce que en fait, les récits sont contradictoires. Certains décrivent un Hejaz qui fonctionne bien depuis qu'il y a Ibn Saoud, où l'ordre règne, où c'est beaucoup plus propre qu'avant, etc. Puis d'autres décrivent le fanatisme, d'autres décrivent la police religieuse. Et en fait, on a cette contradiction d'un Hejaz qui, à la fois, est plutôt privilégié dans la manière dont il est traité par Ibn Saoud, et en même temps, au départ, subit effectivement des violences assez importantes. En fait, bon, ce qui va se passer, c'est que donc Ibn Saoud, alors il y a plusieurs intérêts dans tout ça. D'abord, le Hejaz, c'est crucial pour lui, parce qu'il faut se souvenir qu'avant la découverte du pétrole, la rente de l'Arabie saoudite, elle vient du pèlerinage. C'est de là que viennent ses revenus. Donc le contrôle du Hejaz est crucial pour cette raison. Et donc il faut aussi satisfaire les habitants pour éviter que le Hejaz ne lui échappe de nouveau. Il y a la question du reste du monde musulman, qui continue à regarder les wahhabites comme une secte, comme une hérésie. Hein. Et donc il y a tout un travail qui va être fait dans les années 20 pour se normaliser aux yeux du monde musulman. Le monde musulman qui a été d'ailleurs horrifié de voir la destruction des tombeaux. C'est pas seulement le Figaro, en fait. Je pense que dans le monde musulman, il y a une émotion qui est vive au départ. Et donc, toute la politique d'Ibn Saoud dans les années qui suivent, ça va être d'essayer de normaliser l'Arabie saoudite. C'est le moment, d'ailleurs, où le terme wahhabite est officiellement décrié. Il y a ce discours d'Ibn Saoud à la fin des années 20 qui dit « Nous ne sommes pas wahhabites, nous sommes des musulmans orthodoxes », parce qu'il comprend que justement le terme wahhabite est utilisé pour les mettre à l'écart, pour les traiter de fanatiques. Donc il y a tout un moment où justement, c'est le moment où, dit-on, le terme salafisme commence à être employé de manière officielle dans les cercles de l'establishment religieux contre le terme wahhabite qui est appliqué par l'étranger. Et le terme salafisme, il a précisément pour vocation de dire on est simplement des très bons musulmans. On est dans l'islam, évidemment,
Et donc, il y a cette volonté de normalisation. Bon, il y a plein d'événements de l'époque, la conférence de la Mecque en 26, on fait venir des dignitaires du monde musulman pour parler justement à la fois de l'avenir du califat et de l'avenir des villes saintes. Et puis, du coup, dans cette structure, le Hejaz va réussir à tirer son épingle du jeu, à garder sa spécificité. Abdelaziz va tolérer, par exemple, que dans un premier temps, les Hejazis continuent à garder un certain nombre des institutions qui étaient les leurs pendant la période monarchique. Ils vont garder leur conseil local, et on va même redécouvrir par la suite qu'il y avait des élections municipales à l'époque. Ça va être redit au moment où en Arabie Saoudite, il y a des élections municipales en 2005, et donc tout le monde célèbre ça comme une première en Arabie Saoudite. Il y a des Hejazis qui disent non, pas du tout. Dans les années 30, il y avait des élections municipales à Jeddah, que tolérait le roi Abdelaziz, qui n'aurait pas toléré dans le Najd, mais parce que c'était comme ça que ça se passait par le passé, on avait laissé les Jeddaouis, d'une certaine manière, continuer à s'organiser de manière un peu séparée. Il y a un autre épisode qui est très intéressant, c'est qu'Abdelaziz comprend que pour contrôler le Hejaz, il ne faut pas tellement s'appuyer sur des wahhabites du Najd, parce que ça clash. Il y a un moment où les conceptions des uns et des autres entrent frontalement en collision. Et il va beaucoup s'appuyer en fait sur les réformistes du monde musulman. On va voir venir, alors à la fois parce que c'est les villes saintes et ça les attire, mais aussi parce qu'Abdelaziz les fait venir dans le Hejaz, des Syriens, des Égyptiens, des gens qui sont dans la lignée de Rachid Reda en Égypte ou de Mohamed Berjet al-Bettar en Syrie, et donc qui viennent participer à l'administration souvent religieuse du Hejaz. Parce qu'en fait, ils ont exactement le bon islam, c'est-à-dire ils sont suffisamment pro-wahhabites pour être... et d'ailleurs, pour les raisons qu'a donné Philippe sur Shakib Arslan, parce qu'ils voient l'Arabie Saoudite comme étant le dernier État musulman non colonisé, donc ils sont attirés par cette image de l'Arabie Saoudite, et donc ils sont favorables à Ibn Saoud. En même temps, leur vision de l'islam est un peu différente de celle des Nejdis, et donc plus en phase avec celle des habitants du Hejaz. Donc on va voir toute une émigration, en fait. Et ça va rester en fait quelque chose qui va durer dans le temps. De tel point qu'on peut dire qu'en fait, le Hejaz va vite devenir en fait la vitrine un peu pan-islamique de l'Arabie Saoudite. Le Najd est la vitrine wahhabite, et le Hejaz est la vitrine pan-islamique. Et il y aura toujours cette dichotomie qui va jouer. On va voir dans la lignée de ces premiers réformistes d'autres qui viennent s'installer. D'ailleurs, les institutions de l'islam saoudien, elles sont toujours basées dans le Hejaz, que ce soit la Ligue islamique mondiale et d'autres, parce que c'est là qu'on se mélange, et c'est là que c'est cette vitrine pan-islamique qu'on offre au monde. Faisal, évidemment, qui était le grand pan-islamiste de l'époque, c'était le roi qui mettait très en avant ce qu'il appelait Tadamun al-Islami, la solidarité islamique, en fait, avait d'abord été sultan du Hejaz et avait gardé jusqu'à la fin de sa vie un amour pour le Hejaz, que conservent d'ailleurs ses fils, et d'ailleurs certains d'entre eux sont restés très liés à la région du Hejaz, quand bien même ils sont Nejdi au départ. Et donc, voilà, il y a cette dichotomie qui va se mettre en place entre un Hejaz plus ouvert sur le reste du monde musulman, une sorte de phare du pan-islamisme, et puis un Najd, Riyad, comme la capitale, au contraire, de l'exclusivisme wahhabite. Et donc, Jeddah va toujours rester différent. Je me souviens, quand j'étais en Arabie, les Jeddaouis en jouaient, il y avait une campagne de tourisme interne pour faire venir les Nejdis à Jeddah. La campagne, c'est Jeddah Ghair, je ne sais pas si certains s'en souviennent. Jeddah, c'est différent, Jeddah, c'est pas pareil. Et Jeddah Ghair, il est marqué partout, il y avait des affiches pour faire venir, c'est le tourisme interne en Arabie. Mais ils ont beaucoup joué de ça. On redécouvre aujourd'hui, d'ailleurs c'est intéressant, qu'effectivement à Jeddah par exemple, il y avait des cinémas. Alors des cinémas qui n'étaient pas du tout des multiplex, c'était des petites salles cachées au fond des quartiers où on pouvait regarder des films. C'était pas tout à fait dans la légalité, mais on tolérait parce que c'était le Hejaz. Mais voilà, dans les années 70, c'était le dernier endroit où en Arabie Saoudite on pouvait voir des films. Alors là encore dans des petites salles, pas tout à fait légales. C'est intéressant de voir qu'aujourd'hui tout le récit en fait de l'Arabie qui était modérée avant, en fait s'appuie essentiellement sur des images qui viennent soit de l'Aramco, soit du Hejaz. C'est un peu les deux lieux d'ouverture de la région. Et quand on voit, il y a eu sur Twitter, les Saoudiens, après les annonces de Mohammed Ben Salman, s'étaient amusés à montrer cette Arabie fantasmée qui aurait été modérée avant 79. Et donc il y a eu tout un discours, finalement c'est le discours officiel aussi en Arabie, qui veut revenir, dit-il, aux sources. En vérité, non, à Riyad, il n'y avait pas de cinéma dans les années 70, et à Riyad, les femmes étaient tout aussi couvertes dans les années 70 qu'elles le sont aujourd'hui. Mais effectivement, il y a cette spécificité de Jeddah. Cette spécificité, cette identité Hejazi, elle a perduré jusqu'à aujourd'hui, parmi les élites du Hejaz en particulier. La population a été beaucoup plus intégrée d'une certaine manière au mainstream saoudien. Mais les élites ont gardé un fort sentiment d'appartenance à cette région, en particulier à travers un islam qui n'est pas le même que dans le reste de... Et les élites sont assez fières, alors pas toutes, il y en a qui se sont rangées à l'islam du Najd, mais il y a parmi l'élite un sentiment toujours religieux de différence. Je pense que Louis l'a fait plus que moi. Moi, je me souviens, quand j'étais à Jeddah, j'ai assisté à de nombreuses reprises à des cérémonies soufis, des majlis de zikr, où vous avez quand même des centaines de personnes qui font du zikr soufi dans cette Arabie dont on imaginait dans les années 2000 que
Elle était l'antithèse de ça. Et c'était généralement plutôt les gens des grandes familles. Ils portaient fièrement leur identité. Certains d'ailleurs portaient l'habit Hejazi pour se distinguer dans les grandes familles de l'habit du Najd. Donc on continue à s'habiller différemment. Puis même dans les années 2000 est apparu un magazine qui s'appelait Al-Hejaz, qui était d'ailleurs un magazine très marqué sur l'identité Hejazi, probablement financé par des grandes familles du Hejaz, qui frisait avec une sorte de sécessionnisme Hejazi, qui est un peu toujours le cauchemar des gens du Najd, hein, que les Hejazis veuillent faire sécession et quitter l'Arabie. Mais voilà, ces choses-là perdurent. Donc aujourd'hui, bah, c'est un peu un moment clé, parce que finalement, bah, si Mohammed Ben Salman est sincère de cette manière, bah, le Hejaz, en fait, correspond plus à son modèle d'islam qui prône actuellement que le Najd. Et donc, ça veut dire aussi que le Hejaz peut-être a une place à jouer dans le projet, je ne sais pas. Sur le tourisme, ils n'ont pas été les plus avantagés, puisqu'en fait, le tourisme à Jeddah, aujourd'hui, on en parle un peu depuis le classement en 2014, mais le pouvoir a tendance à mettre en avant d'autres endroits. C'est dommage, parce que Jeddah, c'est une ville splendide qui mériterait justement de recevoir des touristes. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Merci à tous les deux. On a une image de l'Arabie comme une altérité totale, et ce n'est pas le cas, et un pays monolithique, ça ne l'est pas non plus. Donc le cosmopolitisme de Jeddah était à peu près l'équivalent, mais pour le monde musulman, de ce que Alexandrie ou Smyrne était en Méditerranée. Donc maintenant, je vous passe la parole à la salle, si vous avez encore un peu de temps, un peu de patience. S'il y a des questions, on y répondra avec plaisir, bien sûr. Je ne sais pas s'il y a un micro pour la salle ou bien... Ah oui, d'accord, il y a un micro là au fond. Donc, qui a des questions? Bien, on a déjà répondu à toutes les questions, peut-être? Non. Allons-y. Merci. C'est peut-être moi qui ai mal compris, hein, mais dans tout ce dont vous nous avez parlé, cette découverte de l'Arabie, etc., en fait, ça s'arrête à Jeddah. Enfin, je veux dire... La Mecque, j'ai mal compris, je crois. Non, vous n'avez pas mal compris. Simplement, j'ai fait 788 pages sur Jeddah. Oui. Maintenant, j'ai un ami et collègue, Luc Chantre, qui fait à peu près la même chose sur la Mecque. Et lui, il en a plus, hein, je crois. Enfin, il est obligé de d'élaguer pas mal. Donc, il y a évidemment un tropisme de Jeddah chez les Français, puisque c'est là qu'on a mis notre consulat, à l'heure où Jeddah était une ville égyptienne. Et donc, on a évidemment les moyens de communication qui sont beaucoup plus faciles que par voie de terre. Ceci dit, il y a également des voyageurs français qui sont rentrés par voie de terre, mais c'était plutôt les autres Européens qui ont raconté leurs histoires donc de voyage en Arabie. Donc, les Français ont toujours pénétré par voie de terre. Alors, moi, je me suis limité à Jeddah, mais il y en a tout de même pas mal qui ont écrit leur voyage dans les autres coins du Hijaz, notamment les villes de Taïf, Yanbour, El-Wej, etc. Ah oui, d'accord. C'est compliqué. Et est-ce qu'il y a des relations privilégiées entre Jeddah et l'autre versant, l'Éthiopie, Somalie, etc. Ou rien de particulier? Il y a la même architecture dans le port soudanais de Sawakin, et d'ailleurs dans l'ensemble de la mer Rouge, il y a une certaine unité architecturale. Et lorsque ça allait mal à Jeddah, les grandes familles allaient de l'autre côté pour se réfugier et ensuite revenir. Il y avait des échanges incessants. Ceci dit, bien que la mer Rouge soit aussi une Méditerranée, elle n'a jamais dépassé le stade géographique de la Méditerranée. La Méditerranée, c'est une interprétation culturelle de la géographie et ensuite politique. On a inventé une culture méditerranéenne, notamment avec Brodel, et nous sommes tous des Méditerranéens, n'est-ce pas? C'est pas évident. On est autre chose aussi d'ailleurs, on n'est pas seulement méditerranéen. Bon, donc, on a inventé le mot. Il n'existe pas de rougien. Il pourrait y en avoir.
parce qu'il n'y a pas eu de bassin de la mer Rouge dans l'histoire ancienne locale. Il y a toujours eu des échanges, et en mer Rouge, il y a maintenant beaucoup de stratèges qui essayent de réfléchir à justement transformer cette évidence géographique en une personnalité historico-politique. Mais ça, c'est plutôt toi qui es le spécialiste, non? Non, t'as pas suivi, quoi. Non, parce que je disais un truc à Philippe. Redis-moi. Non, c'est les rapports entre les deux rives. Hein. On parlait des deux rives et on se... Effectivement, l'architecture est commune. C'est vraiment frappant. C'est aussi frappant aussi parce que c'est des familles souvent marchandes, à Jeddah, qui sont établies sur les deux rives pour des questions commerciales, en fait. Hein. Parce que beaucoup de produits qu'on importe viennent aussi de la côte d'en face. Ça a été des esclaves à un moment. Il y a encore des grandes affaires de café aujourd'hui, des grandes familles. Et puis, bon, pour tout vous dire, au moment où on t'écoutait pas, mais on évoquait justement un homme d'affaires saoudien qui est venu, Mohamed Hussein Al-Ramoudi, qui est connu pour être le principal investisseur aujourd'hui donc en Éthiopie, saoudien. Donc oui, il y a des rapports qui sont en fait, effectivement assez proches en fait, à la fois d'affaires et puis donc du coup de tout ce qui a pu transiter par les affaires, y compris d'ailleurs même des voies soufis qui sont en fait liées d'un port à l'autre en fait, des deux. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, ça me va très bien. Oui, juste une petite question avant. Vous avez parlé des destructions qui ont lieu dans les années 30, donc vous avez mentionné le tombeau d'Ève. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui du patrimoine? Est-ce que beaucoup a été détruit, autant architecturalement que d'autres types de patrimoine? Et est-ce qu'aujourd'hui il y a des efforts de conservation? Voilà, c'est la question que je me pose, vu que vous avez l'air de bien connaître tous les trois actuellement la région. En gros, donc, les destructions ont épargné Jeddah, puisque les Saoudiens ont décidé en fait de faire sortir tous les habitants de la vieille ville pour qu'ils passent à l'intérieur, au lieu d'avoir les yeux rivés vers la mer. La mer explique la ville. La mer est la ville. À Jeddah, toutes les constructions sont construites sur des récifs coralliens en corail. Donc, c'est la ville la plus maritime qu'on puisse rêver. Eh bien, Jeddah a été en gros épargnée, simplement comme le corail est un matériau friable, comme le disait tout à l'heure Philippe Petria, il y a une bonne partie qui s'est écroulée d'elle-même, et d'autres par la promotion immobilière, si bien qu'il y a seulement à peu près la moitié des maisons anciennes de Jeddah qui datent en fait de la deuxième partie du 19e siècle pour la plupart, qui restent, mais ça reste un patrimoine architectural de telle qualité qu'il a été classifié au patrimoine mondial. Par contre, les autres villes du Hijaz, enfin, notamment la Mecque et Médine, ont été en gros complètement rasées. Ma question posait justement sur ce patrimoine architectural, parce que j'ai le souvenir d'avoir visité Jeddah avec un jeune architecte conservateur saoudien. Et justement, c'était très original. Je voulais savoir si ça substituait aujourd'hui, parce que moi, c'est un souvenir qui date de 94 ou 95. Ces maisons en corail, où les pierres sont posées les unes sur les autres. Il n'y a pas de lit, autant que je me rappelle. Enfin, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de liant. Et évidemment, c'est très fragile, mais je voulais savoir si ça existait toujours. Alors, c'était un peu cette question-là. Mais aussi, vous demander si aujourd'hui, il y a quand même toujours plus de libéralisme dans la rue qu'à l'époque que j'ai pu connaître dans les années 90, parce que moi, je me rappelle être tombée à Jeddah sans abaya et ne pas avoir eu de problème. Bon, j'avais une jupe longue, etc., mais je n'avais pas d'abaya. Je me suis dépêchée d'en avoir une avant d'aller à Riyad. Hein. Et ça n'a choqué personne que je me promène dans la rue avec ce jeune architecte, avec quelqu'un du consulat. C'était pas étonnant, apparemment. Moi, j'étais pas très à mon aise. Hein.
Le patrimoine architectural est en grande partie préservé, comme je viens de le dire, et maintenant, il est parmi les projets d'émergence touristique de l'Arabie Saoudite, pas en priorité, mais il figure tout de même en bonne place. Donc le ministère de la Culture s'occupe d'un vaste projet de réhabilitation du vieux Jeddah, si bien que si on émet des visas touristiques, ce qui ne saurait tarder en Arabie Saoudite, je vous engage à visiter cette ville qui est tout à fait, qui est vraiment exceptionnelle sur le plan architectural et sur le plan des mœurs également, comme vous le disiez, mais maintenant, ça ne devient plus exceptionnelle parce que l'Arabie Saoudite en général est en pleine movida. Donc maintenant, même à Riyad, vous voyez des filles aux terrasses des cafés en train de fumer et en cheveux. C'est quelque chose qui est en train de changer à vitesse grand V. C'est plutôt Jeddah qui a déteint sur Riyad que l'inverse. Merci pour cette présentation. Est-ce que vous pourriez revenir sur l'histoire ou le mythe du tombeau d'Ève pour expliquer pourquoi et comment est-ce que le tombeau s'est retrouvé à Jeddah? On ne connaît pas la date, mais les historiens arabes, à partir du XIIIe siècle, rapportent la présence de ce tombeau et les visites des pèlerins. Donc c'est un tombeau évidemment mythique et d'ailleurs son architecture le prouve et donc le revendique puisqu'il mesure 150 mètres de long. Il mesurait plutôt. Donc c'est un tombeau qui est bien sûr un symbole commun à tous les monothéismes. Pour ceux qui l'ont visité, c'est la raison pour laquelle les Français le considéraient comme quelque chose qui répondait à leurs aspirations. Donc, en tant que un chrétien donc, qui essayait de retrouver l'origine du monde à Jeddah, hein, puisque bien sûr c'est le tombeau de la première femme. Mais c'était avant, probablement, et surtout, un lieu de pèlerinage, comme il y en avait beaucoup dans le Hejaz, lié au culte d'une part le soleil, puisqu'il est tourné vers le soleil levant, et d'autre part la fertilité. Donc les pèlerins s'y rendaient, mais surtout les pèlerines. Et le centre du tombeau, l'endroit sacré, était comme à la Kaaba une pierre noire. Hein, donc, vous savez que la pierre noire est enchâssée dans la Kaaba. La pierre noire du tombeau d'Ève était enchâssée dans un catafalque que les femmes enjambaient et embrassaient, comme la pierre noire maintenant. Donc, cette pierre noire a disparu malheureusement. Donc cela combinait le culte du soleil. Jeddah a probablement été fondé par des Perses mazdéens, le culte de la fertilité et bien sûr les monothéismes. Donc c'est un point de rencontre de toutes les grandes croyances de l'Orient ancien. Savoir comment l'Arabie Saoudite peut concilier cette relative ouverture avec la guerre qui se poursuit au Yémen. C'est pour moi. On est un peu loin du sujet de la conférence, mais on va vous répondre quand même. Si vous voulez, c'est le même projet, c'est-à-dire l'idée de Mohammed Ben Salman, c'est l'idée d'une Arabie... tel que lui l'a décrit, d'une Arabie forte, c'est-à-dire d'une Arabie qui change et qui prend son destin en main. Il prend son destin en main en interne et en externe. Donc il prend son destin en main en interne par tout son programme de réforme, la Vision 2030, et qui prend son destin en main en externe en se lançant dans des campagnes militaires comme celle du Yémen, donc en adoptant une posture
diplomatique beaucoup plus agressive que par le passé, par rapport à ce qu'elle considère comme la menace iranienne. Donc lui, en fait, le voit comme étant, d'ailleurs, quand on l'écoute, en fait, il y a les deux pans du projet. Il y a le plan interne, le plan interne, le plan externe. Dans les deux cas, ça sert aussi la construction d'un pouvoir, puisque le discours à la fois de réforme en interne et la guerre du Yémen ont été mis au service dès 2015 d'un projet de construction d'un pouvoir personnel, puisque c'est ça aussi qui était l'enjeu. Et donc, à la fois apparaître comme le grand réformateur, mais comme le chef de guerre, c'était les deux casquettes qu'il portait en 2015 pour se construire une stature dans un pays où, en fait, effectivement, on ne le connaissait pas au départ, parce qu'il sortait un peu de nulle part quand il arrive en 2015. Il n'est pas le fils le plus connu de son père, et il a besoin de ça pour réussir en interne, ce qui est une sorte de coup d'état de palais, puisque de fait, il va prendre le pouvoir contre toutes les autres factions réunies de la famille royale et à peu près tout le reste de l'élite saoudienne qui, jusque-là, se partageait le pouvoir dans un système relativement horizontal. Donc, il y a une double dynamique. Mais voilà, donc les deux, d'une certaine manière, c'est un peu les deux pans de sa rhétorique, de son projet. Une posture agressive, plus agressive face à l'Iran en relations internationales et une posture de réformateur en interne. Et tout ça étant aussi, évidemment, mis au service d'un projet personnel. Aujourd'hui, en 2019, les deux discours continuent, en fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Sauf que le Yémen, c'est devenu de plus en plus embarrassant. En même temps, c'est compliqué parce que d'une certaine manière, il a tellement lié son destin à la guerre du Yémen que, avec un discours très nationaliste, hein, parce que c'est ça aussi, il a été porté par un discours, d'une certaine manière, l'Arabie Saoudite aujourd'hui est en train d'évoluer depuis un discours qui était donc ce discours essentiellement fondé sur l'islam, que ce soit le pan-islamisme ou le wahhabisme dans sa forme la plus exclusiviste, mais au bout du compte, c'était l'islam qui était le référent identitaire. Et en fait, depuis 2015, ce qu'on voit, c'est un discours nationaliste saoudien, quelque chose d'assez nouveau, en fait, pour les gens qui regardent le royaume. Et même d'ultranationalisme, parce qu'on utilise ça, les Saoudiens d'abord, ce qui fait que Mohamed Ben Salman, en fait, sur la Palestine, en particulier, dans les interviews, il répond avec une nonchalance absolue, en disant quasiment, nous, on est Saoudiens, les Palestiniens, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Donc évidemment, on n'aurait jamais imaginé l'un de ses prédécesseurs répondre comme ça. Donc on a un discours qui est tout à fait nouveau, mais qui continue. Je pense que dans les grandes lignes, voilà. Le Yémen, ça devient un peu compliqué, je disais, parce qu'il a tellement lié son destin personnel à la guerre du Yémen, puisque c'est quand même comme ça qu'il est apparu d'abord aux Saoudiens, qu'il ne peut pas accepter au Yémen ce qui apparaîtra comme une défaite ou ce qui apparaîtra comme une non-victoire. C'est pour ça que les Saoudiens aussi continuent, ils sont persuadés qu'ils peuvent encore gagner. Les Égyptiens, pourtant, leur ont bien dit depuis 2015 que le nord du Yémen, ils avaient déjà essayé dans les années 60, on peut pas le conquérir. Mais ils n'ont pas écouté, donc ils s'acharnent. Mais à mon avis, effectivement, il va falloir qu'à un moment, ils acceptent une résolution. Mais le problème, c'est qu'il ne faudra pas que ça passe en interne pour une défaite, parce que ça lui porterait un coup. Alors voilà. Maintenant, de fait, il a tellement verrouillé l'appareil autour de lui que même l'affaire Khashoggi, lui, ne l'a pas atteint. Donc il est quand même suffisamment aujourd'hui en sécurité après l'élimination de ses adversaires au sein de la famille royale et à l'extérieur. Mais voilà, tout ça est compliqué parce que tout ça est lié à la fois à une politique et à un projet personnel. Juste parce que j'en profite pour soumettre ça à la réflexion de Stéphane et à la vôtre, mais effectivement, il y a quand même un précédent avec le Yémen, et qui d'ailleurs recoupe ce qu'on a dit sur le Hejaz, c'est évidemment la guerre des années 60, en fait. Hein. Alors, c'est intéressant parce que dans les années 60 aussi, il y avait un roi qui était réformateur, enfin, il n'était pas encore roi, il était à l'époque Premier ministre, s'appelait Faisal, qui quand même commence à mener une guerre, etc., avec le Yémen, et ça s'embourbe aussi. Hein, et la situation, au fond, je trouve, a quand même certains parallèles que je soumets à Stéphane et à votre appréciation, mais à l'époque, ce qu'il avait fallu pour mettre fin à des bandades des deux côtés, hein. Bon, c'était pas l'Iran, c'était l'Égypte à l'époque, le grand rival, mais au fond, retrouver une sorte de guerre de tranchées des deux côtés, c'était un conflit en Israël. C'est la guerre de 67 qui a permis à ces deux grands de se retrouver, de dire bon, on arrête les dégâts, on noue un accord, c'était le sommet de Khartoum, hein, après, et puis on met fin à ce qui se passe au Yémen tranquillement. En 70, c'était fini. Je suis pas en train de dire que je sais pas qu'il faut un conflit en Syrie, enfin en Israël ou en Palestine pour mettre fin à ça, mais effectivement, j'ai l'impression quand même qu'il y a une situation là qui se répète et qui n'est pas juste que c'est le même pays en fond. Il y a quand même une très forte ressemblance historique avec ce qui s'est passé dans les années 60, entre ce couplage entre réforme, conflit extérieur et incapacité à y mettre fin dans une sorte de fuite en avant ou d'embourbement à laquelle, effectivement, comme tu le dis, on ne peut pas mettre fin sans perdre la face ou dans une position de faiblesse. C'est évident. Peut-être une dernière question, je sais pas. Oui, excusez-moi. Oui, je voudrais savoir justement,
à propos de ça. Comment est perçue par les Saoudiens, enfin la population saoudienne, l'alliance de fait avec Israël? Bon, en fait, c'est vous qui parlez d'alliance de fait avec Israël. Aucun Saoudien n'emploiera jamais une telle expression. Donc, les Israéliens prennent leur désir pour des réalités et pensent qu'il y a une alliance avec l'Arabie Saoudite, mais ce n'est pas du tout le cas. Le roi Salman a exactement la même position que le roi Fahd depuis le plan Fahd, qui évidemment prône la création d'un État palestinien. Ce qui a changé, c'est que le monde a changé. Et donc, évidemment, la Palestine, comme disait Stéphane tout à l'heure, n'a plus la même portée émotionnelle dans le pays arabe, dans les jeunes générations des pays arabes qu'à l'époque. Donc, Mohamed Salman a 32 ans maintenant. Il fait partie de cette génération qui ne vit pas la Palestine comme leur père. Mais c'est bien le père qui est roi et qui, pour le moment, donc, n'a pas fait évoluer la position du royaume sur la Palestine. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Oui. Enfin, disons que dans le discours officiel, effectivement, on reste sur la même position. Bon, il se passe des choses quand même de manière plus officieuse. Après, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller en effet, parce qu'évidemment, il y a des... je pense qu'il y a des résistances fortes en interne dans le pays. Et donc, on a laissé entendre à un moment en particulier, parce que c'était de manière un peu le projet du gendre de Donald Trump. C'était de faire participer les Saoudiens à une mauvaise paix avec les Palestiniens, enfin une paix qui leur serait plus ou moins imposée et à laquelle les Saoudiens serviraient de garants, donc se retrouvant dans le mauvais rôle. En échange de quoi Israël s'engagerait à, en gros, avec les Américains, à remettre l'Iran à sa place. C'était à peu près ça l'idée. C'était par rapport à l'Iran, parce que l'Iran, c'est l'ennemi qui... Donc, mais à mon avis, ce qu'on a vu, c'est que pour le moment, ça ne marchait pas, parce que d'abord, il y a trop d'acteurs en jeu. Mahmoud Abbas, aussi affaibli soit-il, il n'est quand même pas prêt à accepter tout à fait n'importe quoi. Et puis voilà, et puis au-delà, c'est des idées que peut-être les uns et les autres échangent quand ils se retrouvent en privé, mais effectivement, pour le moment, on n'a pas une Arabie, on a une Arabie qui, dans sa position officielle, n'a jamais franchi le pas. Même s'il y a des discussions officieuses dont on a connaissance et qui laissent entendre qu'évidemment, voilà, un certain nombre d'acteurs en Arabie considèrent que l'Iran est une telle menace que ça vaut bien un rapprochement avec Israël. Mais ça reste des positions non officielles pour le moment. Effectivement, le roi Salman, à chaque fois qu'il trouve que son fils va un peu trop loin dans les interviews qu'il donne aux médias étrangers sur Israël, le roi Salman réaffirme la position officielle du royaume. Maintenant, c'est vrai que le roi Salman n'est pas éternel et qu'il y a un moment où c'est son fils qui a déjà toute une partie de l'autorité, il n'y aura plus ce verrou, donc on verra ce qui se passera à ce moment-là. Mais voilà, même si la cause palestinienne a perdu, il y a quand même des résistances, évidemment. Et imaginer que l'Arabie saoudite puisse ouvrir une ambassade israélienne sur son territoire, on n'est pas encore tout à fait là non plus. Voilà. Je crois qu'il est l'heure de terminer. Bon, donc, merci beaucoup pour votre attention, votre intérêt.